Et si je vous disais que les abris les plus robustes jamais construits par l'homme n'étaient ni en pierre, ni en bois, ni en acier, mais en terre vivante, extraite du sol comme la chair d'un géant? Et si ces abris permettaient à leurs habitants de survivre à des hivers si rigoureux que même les Alaskiens d'aujourd'hui les jugeraient invivables? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du génie architectural oublié des Vikings de l'Atlantique Nord. Ce peuple a appris à bâtir des maisons aux toits si résistants aux tempêtes, si bien isolées et si parfaitement adaptées à l'enfer subarctique que nombre d'entre elles tiennent encore debout après 1000 ans. Mais ces habitations recèlent un secret que les archéologues commencent seulement à percer. Lorsque les premiers colons nordiques ont foulé le sol islandais, vers 870 après Jésus-Christ, ils ont découvert un monde auquel aucune saga ne les avait préparés. Ici, les vents ne soufflaient pas simplement, ils hurlaient, balayant les étendues sauvages avec une force capable d'écorcher la peau. Les cendres volcaniques flottaient dans l'air comme une tempête permanente, recouvrant vêtements, outils et poumons. Et l'hiver engloutissait la lumière du jour. Les jours s'étiraient dans une pénombre où même le feu semblait insignifiant. Mais la plus cruelle surprise venait de ce qui manquait. Pas de forêt, pas de peuplement, pas de troncs imposants à sculpter en poutres, murs ou chevrons, ces matériaux qui définissaient l'âme architecturale viking. Pour un peuple élevé dans de grandes demeures en bois, arriver en Islande revenait à déposer des constructeurs modernes sur la Lune et à leur demander d'y bâtir une maison. Rien ne se comportait comme prévu. Rien n'obéissait aux règles qu'ils connaissaient. Pourtant, les Vikings ne reculèrent pas. Ils ne se laissèrent pas briser par la terre. Alors, ils observèrent le vent. Ils étudièrent le sol. Et lentement, petit à petit, ils s'adaptèrent, non par la force, mais par une humilité rare. Ils laissèrent la terre leur apprendre à survivre. Ce que les colons finirent par remarquer était si simple, si discret, qu'il leur semblait presque impossible de l'avoir négligé. Le sol sous leurs pieds n'était pas qu'une simple terre. Ce n'était ni de la boue, ni de la poussière, ni des déchets. Il était vivant. Non pas au sens poétique du terme, mais littéralement vivant. Un enchevêtrement dense de racines, des couches de matière organique emprisonnées, l'humidité conservée entre des siècles de croissance et de décomposition. La tourbe islandaise était un matériau composite naturel, façonné lentement par les vents froids et les saisons rigoureuses. Souple et respirante, elle retenait la chaleur comme une peau vivante. Pour un peuple en quête désespérée d'un abri, ce fut une véritable révélation. Les archéologues qui étudient aujourd'hui ces couches de tourbe ont fait une découverte étonnante. Dans certaines conditions, ces anciens murs de terre peuvent isoler aussi bien que la fibre de verre moderne. Et contrairement au bois, la tourbe ne pourrissait pas rapidement. Elle ne se déformait pas sous les tempêtes. Elle ne disparaissait pas lorsqu'un navire transportant du bois n'arrivait pas à destination à temps. Dans l'Atlantique Nord impitoyable, c'était un matériau miracle, gratuit, abondant, durable et omniprésent. Mais les Vikings savaient que la découverte seule ne suffisait pas. Un miracle est inutile sans maîtrise. Ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas seulement de la tourbe. Il leur fallait du génie civil, une façon de transformer la terre vivante en une architecture suffisamment solide pour résister aux tempêtes, aux siècles et au temps lui-même. Les maisons en tourbe n'étaient pas de simples cabanes construites à la hâte. C'étaient des ouvrages d'ingénierie délibérés, méthodiques, presque chirurgicaux. Les bâtisseurs commençaient par creuser la terre à l'aide de longues bêches conçues pour la trancher, comme un chef coupe une grosse miche de pain. Chaque tranche extraite du sol devenait un bloc épais, dense et lourd, façonné en ce que les Vikings appelaient des briques de tourbe torfiées. Ces briques n'étaient pas empilées au hasard. Elles étaient agencées selon des motifs imbriqués, souvent en chevrons, chaque angle étant choisi pour répartir le poids et éviter l'effondrement. Couche après couche, les murs s'épaississaient. Certains atteignaient près de 2 mètres de haut, formant d'imposantes fortifications de terre vivante. Ce n'est qu'une fois ces murs solides que les bâtisseurs introduisaient le bois, mais pas de la manière dont on imagine généralement la construction viking. L'Islande ne possédait pas de forêt à abattre, ni de réserve inépuisable de bois. Les colons se tournèrent donc vers l'une des filières d'approvisionnement les plus étranges de l'histoire de l'humanité. Le bois flotté arctique. D'énormes troncs d'arbres arrachés aux côtes sibériennes et nord-américaines ont parcouru des milliers de kilomètres au gré des courants océaniques avant d'échouer sur les rivages islandais. Lorsque les Vikings les découvrirent, ce fut comme la découverte d'un trésor. Chaque tronc était précieux, réservé uniquement à la construction de poutres, de chevrons, d'outils et à la structure même de la maison.
Tout le reste, chaque mur, chaque couloir, chaque pièce isolée, était construit en terre pour résister aux vents violents d'Islande. Les Vikings firent preuve d'audace et d'ingéniosité. Ils construisirent vers le bas. Au lieu de s'élever au-dessus du sol, leurs maisons s'y enfonçaient, à moitié submergées comme d'anciennes créatures cherchant la chaleur. Cette conception semi-souterraine n'était pas un choix esthétique, c'était de l'ingénierie de survie. En abaissant la structure, ils réduisaient la surface de murs exposée aux tempêtes implacables de l'Atlantique Nord. Les vents qui pouvaient arracher les toits des halles en bois en Norvège avaient du mal à trouver quelque chose à attaquer ici. La terre elle-même devenait un bouclier, mais la protection contre le vent n'était que le premier avantage. Le sol autour des murs agissait comme une batterie thermique naturelle, maintenant une température stable même lorsque le monde extérieur gelait, dégelait et regelait. Au lieu de lutter contre le climat, les Vikings utilisaient la stabilité même de la planète à leur avantage. Et ce n'était pas tout. Une maison ancrée dans la terre ne pouvait pas être arrachée, quelle que soit la violence d'une tempête hivernale. La tempête fait rage, la terre la retenait, l'ancrait, la protégeait, les archéologues souvent comparaient ces structures aux entrées étroites de Foxden menant à des intérieurs profondément isolés avec des sols en pente douce pour emprisonner la chaleur et repousser l'air froid. Les Vikings ne construisaient pas seulement des abris, ils apprenaient à se fondre dans le paysage lui-même, laissant la terre engloutir leurs maisons pour plus de sécurité. Ils n'ont pas conquis la terre, ils ont fusionné avec elle. Sous chaque mur de tourbe, caché à la vue, les Vikings construisaient quelque chose que la plupart des visiteurs ne remarquent jamais. Une fondation en pierre si délibérée et si soigneusement agencée que les archéologues l'appellent maintenant l'épine dorsale de la maison. Ce n'était pas décoratif, c'était une question de survie. De lourdes pierres étaient placées en une couche serrée et intentionnelle, créant une barrière entre le sol islandais humide et la tourbe vivante empilée au-dessus. Sans cette base en pierre, l'humidité remonterait, ramollissant les murs jusqu'à ce qu'ils s'affaissent et s'effondrent. Avec elle, la tourbe restait sèche, ferme et structurellement solide. L'épine dorsale servait également de drainage naturel système. La pluie, l'eau de fonte et l'humidité du sol, une conception destinée à lutter contre la pourriture sans outils, pompe ni entretien. Ce qui est étonnant, c'est la durée de vie de ces colonnes de pierre. Dans certaines fouilles archéologiques, la tourbe a complètement disparu. Pourtant, les pierres restent exactement là où les mains vikings les ont placées, toujours alignées, formant toujours le contour fantomatique de maisons construites il y a 1000 ans. C'est le squelette d'une architecture disparue. Une fondation conçue non seulement pour survivre au climat que les Vikings connaissaient, mais aussi aux hivers volcaniques, aux changements de sol et à l'avenir imprévisible qu'ils pressentaient. Ce n'était pas une construction primitive, c'était de l'ingénierie destinée à survivre au temps. La partie la plus emblématique d'une maison viking en tourbe n'était pas ses murs, c'était le toit. Une masse de terre incurvée et inclinée, qui ressemblait moins à quelque chose de construit et plus à quelque chose de cultivé. Les constructeurs commençaient avec un squelette de chevrons en bois. Chaque pièce précieuse, chaque tronc soigneusement choisi parmi le bois flottait en quantité limitée qui s'échouait sur le rivage. Ils ont recouvert les poutres d'écorce de bouleau, une membrane imperméable naturelle utilisée depuis des siècles dans le nord. Puis vint le gazon. D'épaisses plaques d'herbe et de terre furent posées comme des bardeaux superposés, chacune lourde, humide et vivante. Mais la véritable transformation eut lieu longtemps après le départ des constructeurs. Le toit ne resta pas simplement là, il changea. Le seul pou inébranlable qui maintenait en vie toute une famille pendant les hivers islandais. Les maisons vikings étaient sombres par conception. Les plafonds bas repoussaient la chaleur vers le bas. Les fenêtres étaient d'étroites fentes construites petites pour empêcher les tempêtes d'entrer. Et du foyer, la fumée s'élevait en couches épaisses et lentes, s'enroulant le long des chevrons avant de trouver un endroit où s'échapper. Les gens dormaient sur des estrades en bois, des bancs bordaient les murs, des sièges le jour, des liens la nuit, leurs corps serrés les uns contre les autres autour du feu, membres de la famille, visiteurs, ouvriers, même des voyageurs accueillis pendant une tempête. Tous partageaient le même hall, dans un pays où le froid extérieur pouvait briser les os et couper le souffle. La chaleur à l'intérieur de ces murs donnait l'impression de renaître. Ici, la vie se concentrait en un seul centre lumineux. On préparait les repas, on racontait des histoires, on réparait les outils. On chuchotait des disputes, on berçait les enfants, au rythme du crépitement des flammes. Mais le foyer apportait plus que du confort.
Il apportait une seconde menace, plus silencieuse. La conception même qui emprisonnait la chaleur emprisonnait aussi la fumée. La ventilation était un combat constant. Ouvrir une aération pendant une tempête risquait d'éteindre le feu, ou de laisser entrer la neige. La fermer signifiait de longues heures à respirer une fumée, qui piquait les yeux et irritait les poumons. À l'intérieur de ces maisons, chaleur et danger vivaient côte à côte. Le feu donnait la vie, mais y survivre était une épreuve en soi. Les maisons en tourbe excellaient à conserver la chaleur. Mais cette même isolation engendrait un autre danger, la fumée. Lors des pires tempêtes hivernales, ouvrir une aération représentait un risque. Une simple rafale pouvait éteindre le feu, plongeant la maison dans une obscurité glaciale. Une autre pouvait faire entrer la neige, recouvrant tout en quelques minutes. Alors les familles gardaient les aérations fermées, les poutres noircies, les squelettes marqués par des problèmes respiratoires, une signature physique de génération, ayant vécu dans des maisons qui les chauffaient, et les étouffaient en même temps. Les maisons de tourbe leur ont permis de survivre. Mais la survie a toujours un prix, et pour ces colons, ce prix se payait à chaque respiration. Une ferme viking en tourbe n'était jamais un simple bâtiment. C'était un écosystème complet, un ensemble de pièces et de fonctions interconnectées,